portraits des troupes américaines. Il manque la narration qui les rend singuliers. Il manque les histoires que les photographes racontent en suivant un sujet parfois pendant de longs mois, voire des années. Pour les rares commandes aux photographes, c'est peu de temps, peu de frais, peu de rémunération. De temps en temps, la presse acquérit des reportages réalisés en spéculation, comme on dit dans le métier, par de jeunes photographes sous-payés sous prétexte de visibilité en échange. Même les photographes renommés doivent trouver en dehors de la presse les moyens de financer leurs projets. Ils acceptent de vivre en mode survie, sans débordement et sans confort, nourris essentiellement par la passion de témoigner et de raconter. Ils font presque du bénévolat. Leur travail n'est plus visible dans la presse. Ils se réfugient dans les galeries, les festivals et quelques revues professionnelles. À cause de cette recherche effrénée de photos gratuites sur les réseaux numériques, c'est non seulement la qualité photojournalistique, mais aussi la crédibilité de la presse qui est soumise à caution. L'Internet grouille de hoax, de fausses informations. Pendant la catastrophe de l'ouragan Sandy, quelqu'un, en l'occurrence un journaliste, m'a parlé de requins dans les rues de New York. Il en était intimement convaincu car il avait vu l'image sur Internet. Je donne cet exemple car elle est très récente. J'en ai des dizaines d'autres. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est plus. Les journaux les plus prestigieux font appel aux amateurs pour publier leurs images. Il existe même aujourd'hui une agence qui ne diffuse que de l'image amateur, Citizenside, dont l'AFP diffuse la production. Bien évidemment, les citoyens ont le droit de témoigner et de s'exprimer par l'image. Et les supports pour diffuser leurs témoignages ne manquent pas. Ils peuvent les partager sur Facebook, des blogs, des sites, des forums, des tweets, Flickr, Instagram ou autres. Mais ce qui est regrettable, c'est que la presse utilise ces productions comme source d'information sans garantie de fiabilité. La récup de photos, comme l'on dit dans le métier, a toujours existé. Le problème n'est pas là. Le crash de Concorde, l'attaque sur la première tour de World Trade Center, et plus récemment la Syrie, quand les photographes n'y avaient pas encore accès. Mais de là à demander aux citoyens de devenir des journalistes, il y a une grande différence. Pas seulement de crédibilité, mais de mise en danger des personnes poussées à prendre des risques. Sait-on au moins combien de photojournalistes citoyens ont été blessés ou tués, le téléphone portable à la main? En France, pour les sites Internet que tous les titres de presse ont créés ces dernières années, les postes de directeur photo et d'iconographe sont pratiquement inexistants. Des débutants nés devant l'ordinateur sont embauchés. Car en plus de l'humain et l'animal, une nouvelle espèce a fait son apparition, le geek. Mais le temps qu'on arrive à combiner l'expérience et la culture photographique des anciens à l'agilité des geeks, il va sûrement falloir attendre une décennie. L'an dernier, 2 magazines ont publié sur leur site des images de Ben Laden mort avant de les retirer. Personne n'avait pris le temps de vérifier la source de cette photo. La crédibilité de la presse est en jeu. Cette attitude de plus en plus désinvolte vis-à-vis de la photographie, couplée au manque de moyens, a aussi des incidences nocives pour le patrimoine photographique que constituent nos archives argentiques anciennes et récentes. Elles sont souvent numérisées en Inde ou ici par des stagiaires sans formation ni culture. Les dates, lieux, identification de personnes sont approximatives. Jean Jaurès identifié comme Léon Blum. La mort de Khomeini datée de 1998. La soif d'information fiable du public est sous-estimée par la presse. Quand dans une rédaction photo j'entends « on prend le risque, on avance », je repense au slogan qui ornait au Liban les rétroviseurs des chauffeurs de taxi. « Papa, ne te précipite pas, on t'attend ». En d'autres termes, ne roule pas trop vite, prends ton temps pour réfléchir,
Regarde où tu vas, sinon tu risques d'aller droit dans le mur et on ne te verra plus jamais. Voilà. Merci beaucoup, Aline. Je vais tenter de lancer la projection de l'interview de Laurent Geoffrin, qui, pour illustrer le propos d'Aline, je crois, a été baptisé Jules Geoffrin par la personne qui a fait le montage. J'ai réussi à gommer Jules Geoffrin. Vous entendez quelque chose? Pas une mauvaise idée, mais c'est un petit peu capillotracté, mais on va essayer. Les techniciens, ils sont pas... Non, c'est dommage parce que M. Geoffroy dit des choses intéressantes. Je profite de cette petite la photo. Et puis on raconte des histoires, on s'emploie à raconter des histoires. Alors là, il y a un jeu entre texte et image en utilisant la photo, en faisant du récit. Et donc, on a beaucoup modifié nos maquettes, quoi, notre mise en scène, pour tenir compte de la force. J'arrive. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du point de vue de la production, c'est-à-dire de la manière dont on s'est fourni, nous, ça a beaucoup changé, parce qu'il y a une profusion incroyable. Comme le prix des matériels a baissé, tout le monde peut faire des photos. Il y a deux choses à mon avis. La première, sur tout événement, ça a eu des conséquences, j'imagine, sur le tarif moyen de la photo. La première, c'est qu'on utilise beaucoup plus l'image. Là, on parle de deux mouvements qui sont produits. Il y a plus de photos, il y a plus d'images. Mais elles sont pas faciles à acquérir. Et donc, il y a une situation de surproduction. C'est comme dans l'agriculture. On produit trop de chou-fleur, on produit trop d'images, donc le prix, évidemment, a tendance à s'effondrer. On se sert de la photo comme de l'élément essentiel de l'information et en légende, ou on fait des diaporamas. Et les diaporamas qui donnent une vision avec plein d'angles sur le même phénomène d'actualité, c'est une chose que l'internaute apprécie beaucoup. Ils aiment beaucoup ça. Et donc, les sites d'infos sont... Il y a deux choses, à mon avis. La première, c'est qu'on utilise beaucoup plus l'image qu'auparavant, que ce soit dans le papier ou sur les sites. On raconte... alors, il y a la force intrinsèque de l'image qu'on utilise. Donc, on a agrandi la part qui est consacrée à la photographie en surface. Et si vous regardez l'évolution d'un journal comme Le Monde, c'est flagrant. Il n'y avait pas de photos. Zéro. Maintenant, il y a des grandes photos, très grandes photos, un peu comme a fait le Guardian, par exemple, le canard américain. Donc, on utilise beaucoup le choc de la photo, pour reprendre l'expression consacrée. Et puis, on raconte des histoires, on s'emploie à raconter des histoires. Alors là, il y a un jeu entre texte et image, en utilisant la photo, en faisant du récit. Et donc, on a beaucoup modifié nos maquettes, quoi, notre mise en scène, pour tenir compte de la force de l'image. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que du point de vue de la production, c'est-à-dire de la manière dont on s'est fourni, nous,
ça a beaucoup changé, parce qu'il y a une profusion incroyable maintenant. Et donc, quand on cherche une photo, on nous en envoie 100. Souvent, d'ailleurs, les sources sont parfois obscures, on ne sait pas d'où ça vient, donc il y a des risques, parfois on court des risques. Et comme le prix des matériels a baissé, et comme tout le monde peut faire des photos maintenant, y compris avec un iPod, un iPhone, sur tout événement, vous avez une profusion incroyable d'images. Et les photographes professionnels qui, eux, maîtrisent bien leur métier, ont été concurrencés de facto par d'autres gens qui ne sont pas forcément nuls, d'ailleurs. En moyenne, ils sont moins bons, parce que les amateurs sont quand même moins bons que les professionnels, mais ils proposent leurs propres images. Donc ça a eu des conséquences, j'imagine, terribles sur le tarif moyen de la photo, quoi, sur les revenus des photographes professionnels. Donc voilà les deux mouvements qui se sont produits. Il y a plus de photos, il y a plus d'images, mais elles sont beaucoup plus faciles à acquérir. Et donc, il y a une situation de surproduction. C'est comme dans l'agriculture. On produit trop de chou-fleur, on produit trop d'images, donc le prix, évidemment, a tendance à s'effondrer. On se sert de la photo comme de l'élément essentiel de l'information et en légende, ou on fait des diaporamas. Et les diaporamas qui donnent une vision avec plein d'angles sur le même phénomène d'actualité, c'est une chose que l'internaute apprécie beaucoup. Ils aiment beaucoup ça. Et donc les sites d'infos sont de plus en plus remplis de photos. Il y en a partout. Oui, parce qu'on reprend, parce qu'il n'y a plus de distinction formelle ou étanche entre le texte, l'image et le fixe et l'image animée. Tout ça participe du même récit. Et donc sur le même élément naturel, vous avez l'ouragan qui atteint New York. Vous aurez à la fois les petits segments vidéo avec des images extrêmement spectaculaires. Vous aurez des suites photographiques faites soit par des professionnels, soit par des amateurs. Vous aurez des films qui sont pris par des témoins, quoi, qui ont leur propre matériel. Et puis, on a des journalistes sur place, donc ils racontent, mais ils racontent en liaison avec les photos et avec les vidéos. Et donc tout ça finit par créer un tout. Il n'y a plus de distinction entre la télévision, la radio et la presse écrite. C'est la même chose sur les sites. Tout ça participe. On ne raisonne plus en genre, on raisonne par sujet. Et le même sujet doit être traité par tous les médias à la fois. C'est un média total. Et de plus en plus, les sites qui ont du succès fonctionnent selon cette logique-là. La question de savoir d'où ça vient nous est posée comme tout élément d'information. Ça ne change pas le principe. Le principe, c'est qu'on doit donner la source. Donc, on cherche constamment à... quand on a une image, on ne la publie pas comme ça. Enfin, on ne la met pas en ligne comme ça sans réfléchir. On se dit, mais d'où ça vient, qui a pris ça? Et on essaie ensuite au moins de légender en donnant la source, ou même de prendre de la distance par rapport à une image qui nous paraît douteuse ou bizarre, louche. Là, on fait très attention, puisque vous avez des gens qui font des trucages aussi, puis qui les mettent sur le net. Ça part dans le grand tout du net, et puis vous ne savez pas d'où ça vient, et vous mettez ça en ligne en croyant que c'est du vrai, puis c'est du faux. Il faut être très très vigilant avec ça. C'est très dangereux. On peut tromper le public, même sans le faire exprès. Ça s'est dégradé, mais ça n'a pas disparu. Il ne faut pas exagérer. On préfère avoir le nom du photographe dans l'agence, comme ça on est tranquille. Mais ça n'empêche pas les erreurs parfois, mais enfin bon, au moins il y en a moins. C'est globalement fiable. Mais sur les sites, c'est plus difficile. Sur les sites, c'est difficile parce que vous avez cette idéologie du net qui est celle de la circulation instantanée et de la gratuité. Et donc, les gens, enfin, l'internaute, il gagne parce qu'il a un choix colossal, mais la précision et la fiabilité de ce qui est diffusé n'est pas là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'information sur le net, maintenant, est dominée, fort heureusement à mon sens, par les entreprises de médias.